Moi, je vais rapidement évoquer effectivement la question de la procédure et de la mise en état au fond, après la phase de la conciliation et de la requête initiale. Juste rappeler que la procédure devant le juge de la mise en état et le juge du fond est une procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance, mais en chambre du conseil, et que les parties ont bien évidemment l'obligation de constituer avocat, obligation qui va être renforcée avec la réforme du divorce, puisque la phase de l'ONC disparaissant, avec l'assignation, on aura une présence d'avocat obligatoire à toutes les phases de la procédure de divorce, alors que jusqu'à présent, les époux, ou en tout cas l'époux défendeur, avait encore la possibilité éventuellement de ne comparaître qu'une seule fois au stade de l'ONC sans avocat. Désormais, ça ne sera plus possible. Pour avoir la possibilité de faire la moindre observation devant le juge du divorce, il faudra bien évidemment constituer avocat. Donc, au moment après l'assignation et l'enrôlement, le président de la conférence, bien évidemment, vérifie si les constitutions sont régulières, si le défendeur s'est constitué ou pas, et éventuellement renvoie devant le juge de la mise en état si le dossier n'est pas en état d'être jugé. Sur le fonctionnement et le rôle du juge de la mise en état, juste rappeler quelques évidences. L'article 3 du Code de procédure civile rappelle que le juge veille au bon déroulement de l'instance et a le pouvoir d'impartir des délais et d'ordonner les mesures nécessaires. On retrouve bien évidemment la même dichotomie devant le juge de la mise en état au stade du divorce. Le juge de la mise en état, spécialement le juge aux affaires familiales, veille à ce que les délais de la procédure soient respectés, que chacun conclue en temps et en heure, et ordonne au besoin les mesures nécessaires. Il me paraît néanmoins nécessaire de rappeler que pour les affaires familiales, il y a des obligations particulières qui sont opposées aux époux, qui sont rappelées par l'article 259-3 du Code civil. Les époux ont l'obligation de communiquer aux juges, aux experts, ainsi qu'aux professionnels qualifiés ou aux notaires désignés par le juge sur le fondement des 9e et 10e de 255, tout renseignement utile à la fixation des pensions, prestations et à la liquidation du régime. Donc le texte est clair sur l'obligation des parties de communiquer les pièces. Le juge peut également, c'est l'alinéa 2 du même article qui précise que le juge peut faire procéder à toute recherche utile sans que le secret professionnel ne puisse être opposé de quelque manière que ce soit. Et ça, je pense que c'est des dispositions qui peuvent être utiles de rappeler parce qu'on sollicite rarement le juge de la mise en état, parce que le juge de la mise en état, il a à sa audience de mise en état 50, 60 dossiers, il n'a pas le temps d'étudier les dossiers dans le détail. Et c'est vrai que si un avocat ne nous dit pas il faudrait peut-être aller chercher ceci, il faudrait peut-être aller chercher cela, nous, on n'ira pas le chercher parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à chercher. Donc, je pense qu'il faut penser à utiliser cette possibilité pour qu'on obtienne les documents qui peuvent éventuellement manquer à la résolution du litige, s'ils ne viennent pas naturellement de la part des deux époux. Au regard de ce principe, donc, le juge de la mise en état va bien évidemment veiller au respect du contradictoire entre les parties, que les pièces soient échangées, faire en sorte que les pièces financières soient actualisées, ça me paraît important. Faire en sorte donc que la procédure soit complète en faisant des demandes ou éventuellement en répondant aux demandes qui sont faites par les parties. Et surtout, le juge de la mise en état va veiller au respect des délais. Vous avez dû voir arriver tant le barreau des Sables-d'Olonne que celui de La Roche-sur-Yon les calendriers de procédure que le juge de la mise en état vous impose. Si c'était une faculté avant le 6 mai 2017, désormais le juge de la mise en état peut imposer ce calendrier sans l'autorisation des parties. Donc c'est vraiment un pouvoir qui vous est imposé. On peut vous imposer de conclure à tel délai pour l'avocat demandeur, à tel délai pour l'avocat défendeur. Ensuite, on clôture et on fixe la date d'audience de plaidoirie sans que, je dirais, sauf cas particulier, vous ayez la possibilité de contester cette décision. C'est réglé, ce principe-là de calendrier de procédure, par l'article 764 du Code de procédure civile, mais je pense que vous l'avez vu mis en œuvre dans les deux barreaux. Je ne sais pas si sur ce point tu as des précisions. Non. Ça permet effectivement d'accélérer, je pense, les procédures, et puis ça peut peut-être aussi être pour vous l'occasion de dire à vos clients que de toute façon c'est le juge qui a voulu clôturer, et ça permet aussi de limiter les discussions. Sur les compétences propres du juge de la mise en état, juste vous rappeler qu'elles sont définies par l'article 771 du Code de procédure civile. Je ne vais pas vous en faire une lecture intégrale, je pense que vous connaissez cet article. Rappeler quand même certains points quand le juge de la mise en état va devoir prendre des décisions qu'il prendra par ordonnance. Les conclusions d'incident pour obtenir une décision du juge de la mise en état doivent être prises par des conclusions distinctes de celles du fond.
Le calendrier de procédure sera bien évidemment encore plus strict que le calendrier du divorce au fond, puisque l'idée c'est quand même qu'on aille assez vite pour régler l'incident qui est survenu et ne pas ralentir trop longtemps la procédure principale. C'est les seuls points que je voulais évoquer. Sur la rédaction des conclusions, un point sur lequel on voulait insister avec ma collègue, qui n'est pas encore non plus parfaitement maîtrisé parfois par certains conseils, c'est les dispositions de l'article 753 du Code de procédure civile, issu de sa rédaction de la loi du 6 mai 2017, qui prévoit que le juge ne répond dans son jugement de divorce que sur les prétentions qui figurent au dispositif des conclusions. C'est-à-dire que s'il y a une divergence entre vos motivations et votre dispositif, nous répondrons à la demande du dispositif et pas à la demande de la motivation, quand bien même parfois on se rend compte que manifestement la bonne demande est dans la motivation, mais pour autant on doit répondre au dispositif. Et s'il y a des demandes qui ne figurent pas au dispositif, on ne peut pas y répondre. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup évoqué la responsabilité des uns et des autres. Ça, je pense que c'est un point sur lequel les conseils doivent être vigilants, de bien faire attention au dispositif de leurs conclusions, alors qui bien évidemment doivent être récapitulatifs, etc. Mais surtout que les demandes doivent figurer dans le dispositif. Si une demande n'est pas dans le dispositif, nous n'y répondrons pas. La clôture de la mise en état, donc peut être, est décidée par le juge de la mise en état, soit d'office, soit à la demande des parties, éventuellement en respectant un calendrier de procédure. Rappeler que le juge de la mise en état, une fois qu'il a décidé effectivement de clôturer le dossier, va renvoyer le dossier à l'audience de plaidoirie la plus proche. On ne peut pas rabattre l'ordonnance de clôture sauf motif important et pour obtenir un rabat de l'ordonnance de clôture, il faut absolument des conclusions de rabat d'ordonnance de clôture et ça ne peut pas être fait par courrier simple du Conseil ou simple déclaration orale à l'audience de plaidoirie. Donc il faut absolument que le Conseil ait conclu pour obtenir le rabat de l'ordonnance de clôture. Sachant en dernier lieu que la constitution tardive du défendeur n'est pas un motif automatique de rabat de l'ordonnance de clôture. Je ne sais pas si ça rappelle des précisions. Peut-être un point auquel je pense. Comme c'est une procédure écrite, il faut des écritures et il en faut pour toutes les décisions. C'est le cas pour les désistements qui ne peuvent pas être décidés par le juge juste parce qu'on lui dit je me désiste, il faut prendre une écriture de désistement. Voilà. Enfin, vraiment, c'est peut-être appuyé sur ce que tu viens de dire ma collègue, mais c'est vrai que c'est très important de ne pas oublier que c'est une procédure écrite et que les demandes de rabat de clôture doivent être écrites et que si on doit... Et c'est les seules écritures qui sont admises après la clôture de la mise en état. Donc, et si on s'oppose à la révocation de la clôture, il faut l'écrire. Voilà.